on a livré les clients dans le délai qu'on leur avait promis. Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on a livré les quantités. Donc, c'est la notion de in full. Les quantités et la… C'est pour ça que j'ai mis Q au carré pour parler de quantity and quality. Est-ce qu'on a livré les clients en quantité et en qualité? Et quand on hybride ces deux premiers indicateurs, on a l'indicateur le plus important en matière de supply chain management qu'on appelle l'OTIF. OTIF, ça veut dire on time, in full. Le troisième critère de service, il y en a beaucoup bien sûr, mais je vous ai mis simplement les trois qui me semblent intéressants en priorité, c'est la fréquence des livraisons. Voilà. Donc, ce premier pilier de valeur par le supply chain management donne lieu, et c'était une question de la semaine dernière par l'un des participants qui avait posé la question, quand est-ce qu'on élabore un Service Level Agreement, un SLA, qui est donc finalement un document contractuel avec les clients clés avec lesquels on travaille, et on va formaliser finalement la promesse de service par rapport à ces clients. Donc, si vraiment vous êtes intéressé sur ce sujet de comment on élabore un SLA, dans ce cas-là, il faudra m'envoyer un petit mail et puis on approfondira le sujet. Le deuxième axe de création de valeur par le supply chain management, c'est les coûts. De quel coût est-ce qu'on parle? On parle essentiellement de trois types de coûts. Il y a ce qu'on appelle les coûts d'approvisionnement. Donc, quand vous approvisionnez des matières premières ou des composants ou des produits de négoce, eh bien, vous avez un cost to supply. Le deuxième coût, c'est le cost to produce. Donc, si vous êtes industriel, vous allez fabriquer des produits, donc il y a un coût de production. Ça rentre dans l'équation économique et financière de la supply chain dans sa complétude. Et le troisième sujet, c'est le cost to serve. Donc, c'est la troisième composante en termes de coût. C'est un coût qui est très important, le cost to serve. Et en particulier, c'est un coût qui a vocation à s'accroître et à augmenter de manière importante du fait, en particulier, du commerce en ligne, du online. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième valeur que le supply chain management, je dirais, peut générer. C'est de contrôler ses coûts, de maîtriser ses coûts, voire de baisser les coûts effectivement de la supply chain. La troisième valeur, on l'avait évoqué la semaine dernière, c'est le cash. Le cash, ça tourne essentiellement autour des stocks. Donc, trois KPI, là aussi, qui sont intéressants à considérer. Il y a ce qu'on appelle la qualité du stock, donc le SRA, Stock Record Accuracy. Est-ce que mon stock est le bon stock? Est-ce que le stock physique et le stock que j'ai dans mon système d'information est totalement identique? Et on sait qu'en réalité, on a beaucoup d'écarts de stock entre les informations qu'on a dans les systèmes d'information, dans RP en particulier, et les stocks physiques qu'on peut avoir dans les entrepôts. Donc, un indicateur de performance supply chain management, c'est de s'assurer qu'on a vraiment un stock, je dirais, qu'on a le bon stock en termes de qualité de mon stock. Le deuxième sujet, c'est la couverture de stock. En général, la couverture de stock, on la mesure en nombre de jours. On dit, par exemple, j'ai un stock qui est 30 jours. Donc, 30 jours de consommation, ça veut dire que si j'arrêtais l'approvisionnement de ces produits dans mon stock, eh bien, mon stock me permettrait de couvrir, c'est pour ça qu'on parle du mot couverture, me permettrait de couvrir finalement mes besoins de consommation dans 30 jours. Et enfin, il y a un troisième indicateur qui est très important à suivre, c'est ce qu'on appelle les slobs. Les slobs, c'est les produits qui tournent lentement. Donc, c'est les produits en fait, qui sont renouvelés de manière extrêmement lente dans mes stocks, voire des produits qui deviennent obsolètes. Et un produit qui devient obsolète, c'est un produit qu'on ne vend plus, qu'on ne consomme plus. On est obligé de passer au plan financier des dépréciations donc dans mes comptes de résultats. Et ça peut conduire également éventuellement à scraper les produits. Et là, pour le coup, c'est assez grave parce que ça va impacter immédiatement la bottom line du compte de résultats. Donc, ça attaque le profit de l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième axe en matière de, je dirais, de création de valeur. Le quatrième axe qui est créé par le supply chain management, c'est la manière dont vous allez utiliser vos actifs, les actifs dans lesquels vous avez investi. Et les actifs principaux, quand on est un industriel, ce sont mes usines, mes machines, ce sont mes entrepôts au niveau logistique. Quand on est une entreprise de service, ce sont les mètres carrés de bureaux que j'utilise, par exemple. Et là, on a deux indicateurs essentiels. C'est ce qu'on appelle l'OII. En français, on parle de TRS, taux de rendement synthétique. Donc, c'est le taux d'utilisation en fait réel de mes investissements. Et le deuxième indicateur, c'est le retour sur investissement. Et enfin,
le cinquième axe de création de valeur par le supply chain management, c'est ce que j'appelle la sustainability. Comme je l'avais annoncé la semaine dernière, on a 3 sous-piliers. C'est ce qu'on appelle les 3 P, People, Planet et Profit. Donc, People, c'est essentiellement le fait, on y reviendra en particulier dans la session 4, on reviendra sur le rôle très important du supply chain management pour créer une équipe solidaire, pour créer en fait une entreprise qui est totalement alignée vers des objectifs communs. Et ça, c'est ce que j'appelle le One Team. On a aussi la notion de pas de stress. Donc, on n'est pas dans un mode de stress. On gère, je dirais, les commandes clients, etc., de manière fluide. La deuxième dimension de la sustainability, bien sûr, c'est la planète. Donc, les émissions de CO2, la consommation de ressources énergétiques. Et puis, le troisième, c'est le profit à long terme. Voilà, je voulais faire ce petit rappel parce que ça va être un point très important pour introduire le premier paradigme du supply chain management. Voilà, donc on garde bien en tête, de mon point de vue, on peut créer 5 types de valeurs par le supply chain management. Alors maintenant, on va introduire la notion de premier paradigme. Et le nom qu'on donne à ce paradigme, c'est le mot trade-off. Donc, je vais expliquer cette notion-là. Alors, je vais l'expliquer à travers un exemple concret. On va prendre un exemple qui est celui de la fréquence de livraison des clients. Donc, à quelle fréquence je livre mes clients. Donc, sur le graphique, vous voyez ici, j'ai le temps en abscisse et j'ai le niveau de stock en ordonnée. Une première manière de livrer les clients, comme vous voyez ici, c'est finalement de livrer des quantités importantes à mes clients. Par exemple, ça peut être un camion complet, ça peut être un container complet. Donc, le client est livré avec un nombre de palettes important, un nombre de tonnes important. Donc, son stock va monter de manière assez forte. Puis, on va consommer ce stock, donc le stock décroît, et puis on va relivrer le client comme on voit ici. Et donc, j'ai une fréquence de livraison qui est assez faible. C'est peut-être une fois par mois, c'est peut-être une fois toutes les 2 semaines. Ça dépend du niveau de consommation du client. Et donc, ce modèle-là bleu, je vais l'appeler modèle 1. Et la quantité qu'on approvisionne, c'est ce qu'on appelle un batch. Alors, en français, on parle de lot, un lot, L-O-T. On appelle ça donc un batch ou un lot. Voilà, donc ça, c'est un modèle 1 pour livrer mes clients. Mais je pourrais imaginer un autre modèle où finalement, je livre mes clients de manière beaucoup plus fréquente. Et là, dans ce cas-là, eh bien, j'ai une taille de lot qui est beaucoup plus faible. Et donc, par conséquent, je relivre. Vous voyez que la courbe bleue ici et la courbe rouge ici sont parallèles. Donc, le profil de consommation, souvenez-vous, on a appelé ça la fois dernière le demand pattern. Donc, on va dire le pattern de la demande est le même évidemment dans les 2 modèles. Sauf que dans le modèle 2, je livre des petites quantités. Par conséquent, je suis obligé de livrer beaucoup plus fréquemment mes clients. Voilà, donc ça, c'est un modèle 2. Alors, la notion maintenant qui arrive, c'est comparons les 2 modèles. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont les avantages ou quel est l'avantage essentiel du modèle 1 et quel est le désavantage essentiel du modèle 1. Et même chose pour le modèle 2. Alors, si je regarde le modèle 1, si on avait du temps, je vous ferai un petit questionnaire et puis on pourrait interagir avec les autres, mais je vais vous donner la réponse. Quel est l'avantage essentiel du modèle 1 en termes de création de valeur? Le modèle 1, c'est un modèle essentiellement porté vers la baisse des coûts. Pourquoi ce modèle 1 génère des coûts faibles? Eh bien, parce qu'en particulier en matière de transport, comme je livre de grandes quantités, eh bien, le coût de transport va être faible. Si j'étais en usine de production, je vais lancer en production des batchs de taille importante et par conséquent, le coût de production sera faible. Donc, le gros avantage du modèle 1, c'est son côté économique. Quel est le désavantage du modèle 1? Le désavantage du modèle 1, c'est qu'il gère un niveau de stock très important. On voit ici que le stock moyen, c'est Q sur 2, parce que le stock passe de 0 à Q, puis de Q à 0, de 0 à Q. Donc, le stock moyen sur la période, c'est Q sur 2. C'est un niveau de stock très important. Donc, le désavantage de ce modèle, c'est que ça pompe du cash. Voilà. N'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît. Le modèle 2. Le modèle 2, en revanche, quel est l'avantage du modèle 2? Eh bien, on le voit visuellement sur le graphique. L'avantage du modèle 2, c'est que le niveau de stock est très faible. Si je compare Q sur 2 bleu et Q sur 2 rouge, on voit que le niveau de stock est beaucoup plus faible pour le modèle 2.
Donc, la valeur créée par le modèle 2, c'est qu'en fait, on génère du cash. Quel est le désavantage, en revanche, du modèle 2? Eh bien, que c'est un modèle très coûteux. Parce que je suis obligé de livrer des quantités plus petites, donc les coûts de transport vont être plus importants. Et si je parle en termes de production, eh bien, je vais avoir des changements d'outils sur les machines beaucoup plus fréquemment. Je vais arrêter les machines et par conséquent, le coût de production va être plus important. Voilà. Donc, j'ai deux modèles. Je peux en avoir un troisième, un quatrième, mais on va se limiter à deux modèles. Et on voit que ces deux modèles ont en fait des créations, des bénéfices de création de valeur qui sont totalement opposés. Donc, moi, je pourrais vous poser une première question qui est de vous dire quel est le modèle que vous préférez? Eh bien, la réponse à la question quel est le modèle qu'on préfère? La réponse est ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça peut dépendre, par exemple, de la valeur du produit. Le modèle 1, c'est un très bon modèle pour les produits à valeur faible. Ce n'est pas grave d'avoir des stocks importants parce que, de toute façon, la valeur du produit est faible et par conséquent, le fait d'avoir un stock important n'est pas problématique. Par contre, le modèle rouge, c'est un modèle intéressant pour des produits à valeur forte. Donc, un critère, par exemple, de choix entre le modèle 1 versus le modèle 2, c'est la valeur du produit. Voilà. Donc, et puis, je m'arrête là. On a plein de critères qui font qu'on va plutôt aller soit vers le modèle 1, soit vers le modèle 2. Donc, ça dépend. La question d'après, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on appelle le processus qui consiste, et écoutez-moi bien, parce que c'est très important de comprendre ça, quel est le processus qui consiste à modéliser, simuler, comparer différents scénarios et finalement choisir le scénario qui est le meilleur? Eh bien, je vais vous donner 3 synonymes. Ça dépend à qui on parle. Alors, je me suis trompé ici, je vais modifier là, je fais un petit changement direct si je peux, mais ce n'est pas grave, je vais le faire dans la version que je vous enverrai. Si vous êtes un expert en mathématiques, on va utiliser un mot. Si vous êtes un responsable supply chain, on va utiliser un autre mot. Et c'est là que j'ai fait un copier-coller malheureux. Donc, en vert, il ne faut pas lire supply chain manager, je m'en excuse, il faut lire directeur général. Alors, si je suis dans les mathématiques, comment est-ce qu'on appelle ce processus qui consiste à modéliser, simuler, comparer des scénarios? Eh bien, la réponse, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une optimisation. Le supply chain management est une discipline d'optimisation. En supply chain management, à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. Si le coût baisse, comme on le voit dans l'exemple précédent, le cash baisse, mauvaise nouvelle. Donc, le coût baisse, bonne nouvelle. Le cash baisse, mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on appelle une logique d'optimisation. Et c'est basé sur des modélisations. Si je suis un responsable supply chain, le mot qu'on va utiliser, ce n'est pas le mot optimisation qui est un mot mathématique, on va utiliser le mot trèfle. Et c'est le premier paradigme du supply chain management. C'est un paradigme parce que ça fait partie, je dirais, de la génétique des supply chain managers. Nous avons des situations contradictoires. On a des contradictions, on a des objectifs de création de valeur qui sont opposés. Donc, il faut qu'on utilise des scénarios. Et si vous êtes, et vous avez bien compris qu'on va remplacer, quand je vous enverrai la version Supply Chain Manager par directeur général, qui finalement va prendre la décision finale? Est-ce que je choisis le modèle 1 ou est-ce que je prends le modèle 2? Eh bien, la personne qui va prendre la décision, c'est un directeur général. Et le mot qu'on utilise pour ce directeur général ou cette directrice générale, c'est le mot arbitrage. C'est le mot arbitrage. Parce que cet arbitrage doit se faire en fonction de décisions. Dans l'entreprise, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de baisser les coûts ou est-ce que c'est de générer du cash? Mais cette décision entre le coût et le cash n'est pas une décision mathématique, n'est pas une décision par un responsable supply chain, c'est une décision par un directeur général. Voilà. Et c'est pour ça que le supply chain management joue un rôle important par rapport aux directions générales. Donc, le premier paradigme du supply chain management, c'est que nous vivons dans ces 5 piliers de création de valeur que vous retrouvez ici, ils sont tous contradictoires. Si je prends un exemple,
Si vous voulez augmenter le service client, eh bien, automatiquement, les coûts vont augmenter. Donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Si vous voulez, dans la relation entre client et stock, quand vous allez vouloir augmenter le niveau de service pour éviter, par exemple, les ruptures de stock, donc éviter que les clients soient devant des linéaires vides, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez augmenter les stocks. Vous allez, par exemple, créer ce qu'on appelle du stock de sécurité. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va augmenter le niveau de service. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va générer des stocks supplémentaires et donc pomper du cash. Donc, ce paradigme du supply chain management est un paradigme extrêmement important parce qu'on constate qu'entre les 5 piliers de valeur, en fait, tout est complètement, je dirais, interdépendant, interconnecté. Et donc, il faut ce que j'appelle clarifier, en fait, vos objectifs de création de valeur. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. On l'avait évoqué déjà la fois dernière, mais là, j'enfonce le clou en disant un des objectifs du supply chain management, c'est effectivement d'aider les directions générales à clarifier les priorités en termes de création de valeur. Je vous montre quelques exemples. Voilà un exemple d'une entreprise dans ce qu'on appelle les commodités, donc des produits qui sont à faible valeur. Eh bien, dans les 5 piliers qui sont là, cette entreprise a décidé de travailler seulement sur 3. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas à la sustainability, elle ne s'intéresse pas au retour sur investissement de ses actifs investis, elle ne va s'intéresser qu'aux 3 piliers qui sont là et dans cet ordre-là. C'est-à-dire en 1, l'objectif d'ordre 1, c'est le supply chain management doit permettre de baisser les coûts. Ordre 2, le supply chain management doit permettre de générer du cash, donc en optimisant les stocks. Et enfin, ordre 3, on va s'assurer que les clients sont satisfaits. Vous comprenez bien que cette décision de priorisation d'objectifs de création de valeur, c'est quelque chose qui est bien évidemment entre les mains d'une direction générale. Ce n'est pas le supply chain management qui décide, c'est le supply chain management qui, je répète, modélise, simule, éventuellement optimise, propose des scénarios et finalement, c'est la direction générale qui arbitre. Voilà un exemple dans le domaine des commodités. Un deuxième exemple dans le domaine du verre, donc c'est le verre, donc du verre plat, des grandes feuilles de verre qu'on fabrique dans des usines très capitalistiques. Bien, chez ce client-là, la priorité est différente. D'abord, on a sélectionné ces 3-là et puis on ne s'intéresse pas au cash. Bon, ça veut dire qu'on en a, donc c'est une bonne nouvelle. C'est pas un enjeu de création de valeur important. On s'intéresse là aussi pas trop à la sustainability. Contre, on se dit, ordre 1, c'est servir les clients. Donc, l'objectif du supply chain management, c'est vraiment d'abord de satisfaire la notion de client. 2, c'est d'utiliser au mieux les capacités investies. C'est normal parce qu'on est dans une industrie très capitalistique. Donc, ça veut dire que la planification des machines, c'est un truc super important. Et 3, en ordre 3, on s'intéresse aux coûts. Et enfin, je termine par une entreprise dans le domaine médical. Alors là, on couvre les 5 piliers. Donc, on est sur des supply chains, je dirais, beaucoup plus avancés, enfin plus complexes en termes de gestion. Et là, on a les 5 piliers. Et vous voyez l'ordre dans lequel on va créer de la valeur. En 1, le client. En 2, le cash. En 3, les coûts. En 4, les actifs. Et enfin, en 5, la sustainability. Voilà. Donc, moi, je vous encourage dans vos entreprises, et on l'avait vu la fois dernière sur Intransparent en disant, le point de départ de toute activité supply chain management, c'est clarifier votre proposition de valeur. Ça veut dire, faites le choix parmi les 5 piliers qui sont là, de quels sont les piliers sur lesquels vous devez travailler et dans quel ordre vous allez travailler. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un take-away majeur de ce webinaire, si vous voulez, aujourd'hui, sur la notion de trade-off. Ensuite, je voudrais introduire, avant de passer au deuxième paradigme, j'aimerais introduire ce que moi j'appelle en tout cas un modèle supply chain management. Et on est bien d'accord, la semaine dernière, j'ai pris le temps de bien définir avec vous la différence qu'il y a entre un modèle supply chain et un modèle supply chain management. D'accord? On a bien défini. Donc là, je parle d'un modèle supply chain management. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, fondamentalement, un modèle supply chain, première étape,
c'est de faire ce travail qu'on va de décrire ensemble ce matin. C'est de définir ce que j'appelle votre proposition de valeur parmi les 5 piliers et que vous définissiez par conséquent vos trade-offs. Quelles sont les optimisations que vous allez faire entre les piliers que vous avez choisis et que vous avez priorisés. La deuxième étape, c'est de définir, et on y reviendra dans les prochaines sessions bien sûr, c'est de définir les solutions. Et les solutions supply chain management, elles sont au nombre de 5. C'est quelle est la gouvernance de votre supply chain et les KPIs que vous allez choisir. Quels sont les processus que vous allez mettre en place. J'ai parlé déjà la fois dernière de demand planning. Vous vous souvenez, on a vu un transparent très important la semaine dernière sur demand planning, production planning, procurement planning, logistics planning. Donc, c'est bien ça. Et dans les processus, on parle des stocks aussi. C'est en termes de compétences, quelles sont les compétences supply chain que vous allez mettre en place? Quelles sont les opérations industrielles et logistiques que vous mettez en place? Et quels sont, enfin, c'est un sujet très important qu'on traitera dans la session numéro 5, dans le cadre de ces webinars, on parlera bien sûr de la digitalisation du supply chain management. Par conséquent, quels sont les systèmes d'information que vous mettez en place? Donc, ce que j'appelle fondamentalement un modèle supply chain management, c'est 1. Quels sont vos choix en termes de création de valeur? 2. Quelles sont les solutions que vous allez emprunter à ces 5 building blocks qui sont là et qui constituent ce que j'appelle un operating system. C'est l'operating system, c'est le système opérationnel de votre supply chain. Et donc, on va s'attacher à regarder les solutions, on va les choisir en fonction de la valeur que je veux créer. Ça, c'est très important. C'est un message essentiel et ça va donner lieu à mon deuxième paradigme, qui va être la troisième partie de mon webinaire de ce matin. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quelle est la valeur que vous voulez créer en supply chain management, vous allez faire n'importe quoi en termes de solutions que vous allez investir, dans lesquelles vous allez investir. Donc, on part d'abord de la valeur qu'on veut créer et on choisit après le type de système d'information, on va choisir le type de compétences de personnes qu'on veut avoir, on va choisir un mode de gouvernance, par exemple, comment est-ce qu'on structure des business units, comment ça fonctionne, et on va mettre en place des processus pour servir, et c'est pour ça qu'on va mesurer la performance, servir ma proposition de valeur. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle un modèle supply chain management. C'est un gros travail, c'est vraiment un travail de conception et ensuite de mise en œuvre et de transformation. Alors maintenant, je vais passer au deuxième paradigme du supply chain management et je vais introduire une notion nouvelle qui est celle de la complexité. Est-ce que ma supply chain est complexe ou pas? Alors, la complexité peut s'appréhender au moins à travers 3 chapitres. J'ai ce que j'appelle la complexité produit, client et de production. Vous avez une matrice ici de scoring de niveau 0 jusqu'à niveau 4. Cette matrice, je tiens à le dire, vous devez la faire industrie par industrie. Si vous regardez ici, par exemple, le nombre total de références articles que vous offrez à vos clients, on en a parlé la fois dernière, c'est le portefeuille produit. Votre portefeuille produit en nombre de références. Vous savez que SKU, ça veut dire Stock Keeping Unit. Stock Keeping Unit. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, là, vous voyez, j'ai un petit flacon d'hydroalcool, là. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais ici, j'ai un code barre. Donc, ce code barre qui est ici, ça veut dire que ce produit-là, c'est une référence article que je peux gérer dans une supply chain parce que je peux scanner le code barre. Donc, ce qu'on appelle un Stock Keeping Unit. Donc, ce Stock Keeping Unit, vous voyez que si j'en ai moins de 50, bah, je ne suis pas complexe. Et puis, si j'en ai plus de 20 000 références articles, je suis complexe. Oui, mais si vous prenez Amazon, 20 000 références, c'est ridicule. Donc, c'est pour ça que cette matrice, vous devez absolument la faire industrie par industrie. Voilà. Donc, dans le chapitre produit, vous avez le nombre de références articles que vous offrez à vos clients. Vous avez le nombre de références en promotion, le nombre de nouvelles références, etc. Le nombre de clients. Pardon, au niveau client, vous avez le nombre de clients. Au Maroc, par exemple, que je connais assez bien, au Maroc, dans certains business, vous avez un nombre de clients incroyable. Et puis le Maroc, c'est un pays qui est très, très grand en termes de géographie. Par conséquent, je dirais c'est compliqué de livrer des clients. Bon, livrer des clients dans Casablanca, ça va. Tanger, Agadir, ça va. Mais quand vous allez dans des régions éloignées, etc., c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Par conséquent,
ici, on voit que si je livre moins de 100 clients, c'est simple. Si je livre plus de 3 millions de clients, évidemment, ma supply chain est beaucoup plus compliquée. Voilà. Le nombre de commandes, le nombre d'expéditions. Et puis après, j'ai la production, le nombre d'usines. Si vous avez une usine, c'est une supply chain simple. Si vous avez 60 usines, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, sur ce transparent-là, vous pourrez l'étudier plus tard après le webinaire, vous avez un ensemble de critères objectifs qui vous permettent de dire est-ce que ma supply chain est complexe ou pas. Alors, à quoi ça sert? Alors, je vais introduire donc ce deuxième paradigme. Alors, j'aime beaucoup cette phrase qui dit, vous la voyez ici, quand c'est trop simple, ce n'est pas bon, et quand c'est trop complexe, c'est inutile. Donc j'aime beaucoup cette phrase. Donc, ça veut dire que quelque part, quand on fait du business, il faut se situer au bon niveau de complexité. Pas assez de complexité, c'est peut-être pas une bonne chose, et trop de complexité, définitivement, c'est une mauvaise chose. Alors, comment j'analyse les choses? Sur ce graphique que je vais vous montrer, l'axe vertical que je crée ici, c'est un axe concernant ce qu'on appelle la willingness to pay. La willingness to pay, c'est un concept marketing très très important qui mesure finalement est-ce que mes clients sont prêts, sont attirés par les produits et les services que j'essaie de leur vendre. Et la willingness to pay, elle peut être faible ou elle peut être élevée. Voilà. Et ça dépend de différents facteurs, ça dépend de l'industrie elle-même, ça dépend de votre performance, ça dépend de la manière dont les clients vous perçoivent. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis le NPS, parce que NPS, comme vous le savez, c'est le Net Promoter Score. Et donc, le Net Promoter Score, c'est finalement la manière dont les clients vous perçoivent en termes de qualité et de performance. Donc, si votre NPS est faible, la willingness to pay va être faible. Si la NPS est élevée, la willingness to pay probablement va être élevée. Donc ça c'est le premier axe. D'accord? Notez bien que la willingness to pay, ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le prix. C'est simplement mesurer le degré d'attraction, en fait, de motivation des clients pour acheter vos produits et vos services. Sur l'axe horizontal, je vais scorer, et grâce aux matrices que je vous ai montrées précédemment, je vais scorer en fait la complexité de ma supply chain et le cost to serve. Alors, ma théorie est la suivante. Ma théorie, c'est que vous devez être le long de cette diagonale. Ça veut dire que si la willingness to pay est faible, votre supply chain model doit être absolument simple. Parce que si votre willingness to pay est faible et que votre supply chain model est trop complexe, eh bien, vous détruisez de la valeur. Si la willingness to pay est forte, eh bien, vous pouvez être sur la diagonale et par conséquent avoir une supply chain relativement complexe. Ça va être le cas, je vous montrerai un slide pour conclure tout à l'heure, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Michelin, c'est le cas de grosses entreprises qui ont des supply chains complexes, mais la valeur perçue par les clients est très forte et les clients se précipitent pour acheter leurs produits. Donc, ça marche. Donc, vous êtes sur un équilibre ici au niveau diagonal. Le nec plus ultra, qu'est-ce que c'est? Vraiment ce qu'on appelle le best in class, c'est d'avoir une willingness to pay élevée et de garder une supply chain simple. Donc, c'est important de comprendre, et je ne vais pas avoir trop le temps, je reviendrai ultérieurement si nécessaire, mais là, c'est un client, par exemple, en 2012, qui était dans une position d'équilibre, donc c'était bien, c'était bien. En 2015, il s'est passé des choses qui ont fait que leur supply chain s'est beaucoup compliqué, et donc le résultat, si vous voulez, c'est que malheureusement, on a dérivé vers la droite au niveau de la complexité, et on n'est pas monté avec le même niveau sur la willingness to pay. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en 2015, on a décroché. On a décroché et par conséquent, je n'ai plus quelque chose d'équilibré. Et donc, je travaille depuis 4 ans pour cette entreprise et ça consiste, si vous voulez, à ramener la complexité à un niveau moindre et puis finalement à se raccrocher, si vous voulez, à la diagonale parce que de toute façon, sur ce marché-là, la willingness to pay ne peut pas être plus élevée. Voilà. C'est comme ça, c'est intrinsèque à l'industrie. Maintenant, on est même en train c'est pour vous ouvrir l'esprit, hein, on est même en train de segmenter. On est en train de segmenter en disant
Si dans cette entreprise, j'ai des produits à très forte valeur, on appelle ça des High Added Value Products. Donc, si j'ai des produits à très forte valeur, pour ces produits-là, je pourrais imaginer d'avoir une supply chain plus complexe parce que la willingness to pay pour ces produits est beaucoup plus importante. En revanche, pour des produits qu'on appelle ici classiques, des produits vraiment de commodité, des produits très basiques, donc très fort volume, marge très faible, pas question d'avoir une supply chain complexe. Il faut absolument avoir une supply chain simple et parce que la willingness to pay, par définition, est relativement simple. Voilà. Donc, si vous voulez, ce paradigme, donc simplement un mot, je l'appelle fair value. Fair value, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir une obsession qui est que quand vous avez défini la valeur que vous voulez pousser vers le marché et que le marché est prêt à acheter, vous devez concevoir un supply chain management model dont le niveau de complexité et donc le niveau de coût devra être consistant par rapport à ce niveau de valeur que vous avez décidé de pousser vers le marché. Voilà. Cette notion de fair value, en français, on peut traduire ça par valeur juste, la valeur juste, la valeur équitable. Un acronyme que j'utilise souvent pour qualifier ce paradigme, c'est l'acronyme KISS. KISS, ça veut dire Keep it simple and stupid. Ça ne veut pas dire, un jour j'ai une cliente qui m'a dit, Michel, est-ce que KISS, ça veut dire Keep it simple and smart? Non, pas du tout. Ça veut dire Keep it simple and stupid. Il faut garder l'idée que les solutions de supply chain management que je vais mettre en place doivent rester le plus simple possible. Voilà. Et puis, j'ai un autre client un jour qui m'a dit, ça veut dire Keep it super simple. Voilà. Ça c'est quelque chose, effectivement, que j'aime bien. Et vous savez, dans le domaine supply chain management, on peut investir beaucoup d'argent dans des systèmes d'information, dans des solutions sophistiquées. On aura l'occasion de reparler plus tard du 4.0. Enfin, bon, donc, non. Restons les pieds sur terre. Croisez systématiquement la valeur que je veux porter vers le marché, ces 5 axes ou parmi les 5, ceux sur lesquels vous allez vraiment créer de la valeur. Et ensuite, concevez vos solutions supply chain de manière cohérente, à minimum le long de cette diagonale. Voilà. Dernier slide pour conclure, puis après je regarderai les questions qui ont été posées. Voilà un slide qui met quelques noms d'entreprises que vous connaissez, grosso modo. Là, vous voyez en bas à gauche, j'ai des fournisseurs de papier. Papyrus, c'est un fournisseur de papier suédois. Certainty, c'est aux États-Unis, c'est chez Saint-Gobain, c'est un producteur de plaques de plâtre, de plaques au plâtre, ce genre de choses. Donc, c'est des produits à faible valeur, si vous voulez. Donc, la willingness to pay des clients, elle est faible. Vous pouvez pas, du papier, c'est du papier. Voilà, c'est comme ça. Donc, la willingness to pay, elle est faible. Et donc, pour ces business-là, ma supply chain doit rester absolument simple. Quand vous êtes chez Amazon, Essilor, Michelin, bon, là, vous pouvez avoir une supply chain complexe parce que les clients achètent. Et au-delà de ça, les clients payent, sont prêts à payer. Voilà. Airbus, c'est une entreprise pour laquelle je travaille depuis 8 ans. Sincèrement, leur supply chain est compliquée. Elle est compliquée, leur supply chain. On fait les ailes en Angleterre, on fait les moteurs en Espagne, on fait des parties de fuselage en France, en Allemagne, etc. Et après, on regroupe, et sans parler des équipementiers, dont certains sont au Maroc. Voilà. Donc c'est une supply chain qui est complexe. Et sincèrement, est-ce que les clients, les compagnies aériennes sont prêtes à payer ça? Je ne suis pas certain. Donc c'est pour ça que j'ai mis Airbus ici. 2 entreprises qui sont extraordinaires, de mon point de vue en tout cas, ce sont les distributeurs alimentaires allemands, Lidl et Aldi, qui sont respectivement numéro 5 mondial, entreprise familiale, 5 mondial et 7 mondial pour Aldi. La willingness to pay est extraordinaire parce que les clients, ils en ont pour leur argent. Value for money. C'est la notion de, vous voyez, la willingness to pay, c'est value for money. Les prix pratiqués par Lidl et Aldi sont très bas, puisque historiquement, on les appelle des hard discounters, des hard discounters, mais leur supply chain est extrêmement simple. Camion complet, pas trop de références articles, livraison directe, produits palettisés, enfin, voilà. On reste sur des modèles supply chain management et modèles supply chain simples. Et donc, si vous voulez, là, ces entreprises-là ont vraiment créé un avantage concurrentiel considérable. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui.
Je vais regarder. Alors, regarder par email. J'imagine que Rita m'a envoyé ça. Il faudrait que je réussisse à sortir de mon écran. Si j'y arrive. Si j'y arrive, je vais peut-être regarder sur mon iPhone. Ça sera peut-être plus simple. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, il y a une question qui dit, est-ce que le online fait baisser les coûts to serve? Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Le online, qui est donc la livraison à domicile de clients passant leurs commandes par Internet, ça génère des surcoûts en matière d'abord, de picking, parce qu'au lieu de faire un prélèvement d'une palette complète ou d'un carton complet, on va vraiment prélever un article. Donc ça c'est quelque chose qui est, je dirais, très spécifique. Et puis, deuxièmement, au-delà du coût du picking qui est cher, c'est pour ça que Amazon a énormément investi dans des outils de picking automatiques et mécanisés pour baisser les coûts et accélérer les délais. Le deuxième sujet du cost to serve pour le online, évidemment, c'est le coût de transport. Le coût de transport est extrêmement élevé puisqu'il faut livrer le produit donc directement chez le client. Pour les produits périssables, faut-il aller vers le modèle 2? Bravo, tout à fait, absolument. Pour les produits périssables, on est obligé d'avoir des fréquences de livraison beaucoup plus importantes du fait de la durée de vie des produits, de la durée de vie du produit, ce qu'on appelle la shelf life des produits. Donc, absolument, le modèle 2, c'est un modèle qui privilégie la rotation forte des stocks et en particulier la périssabilité des produits est un critère important à prendre en compte. Voilà. Troisième question qui m'a été posée, est-ce que la formule de Wilson calcule la quantité économique de commandes pour le stock? Oui, la réponse est oui. La formule de Wilson qui fait donc le trade-off. Wilson, c'est un trade-off entre le coût du stock et le coût de commande. Parce que voilà, et donc la bonne nouvelle, c'est que si je passe des commandes de quantité importante, la mauvaise nouvelle, c'est que le coût de stock augmente, et la bonne nouvelle, c'est le coût de passation de commande baisse. Voilà, donc on est bien dans un trade-off. Donc Wilson, c'est un petit modèle, je dirais, d'optimisation. Donc oui, la réponse est oui. Attention, Wilson est un modèle qui ne marche qu'en environnement gaussien. Gaussien, ça veut dire des produits qui ne sont pas des slow movers, des produits qui sont des fast movers, donc des produits qui tournent beaucoup et qu'éventuellement on vend tous les jours et ou qu'on consomme en production tous les jours. Si ce n'est pas le cas, vous oubliez Wilson. Wilson ne marche pas. Ce serait une aberration d'utiliser un modèle de Wilson sur des produits qui sont, je dirais, qui ne sont pas gaussiens. Voilà. Donc, je pense que c'est les questions que j'ai recueillies pendant ce webinaire. Merci de vous être connectés. La fois prochaine, voilà je dirais les deux sujets que je propose de traiter. Première question, c'est la notion d'agilité. Qu'est-ce qu'on appelle l'agilité dans une supply chain? Et eu égard en particulier à la crise du Covid-19, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur la notion de résilience. Donc, ma vision des choses, si vous voulez, c'est que historiquement, beaucoup d'entreprises, un certain nombre en tout cas, ont travaillé sur l'agilité. Donc, la fois prochaine, je m'évertuerai à définir ce que moi je comprends par qu'est-ce que c'est qu'une supply chain agile. Et puis, j'ouvrirai des nouveaux horizons sur qu'est-ce qu'on peut appeler une supply chain résiliente, donc une supply chain beaucoup plus robuste qui peut faire face à des aléas de différentes natures. Ce sera donc les deux thématiques de la semaine prochaine. D'ici là, nous restons en contact. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser à Rita en particulier, qui me les transmettra et puis je serai ravi de pouvoir y répondre. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que ça a été intéressant pour vous, malgré un démarrage un peu compliqué, que vous avez appris plein de choses. Passez un très bon week-end et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, même heure. À vous, à bientôt. Au revoir.